Un grand débat qui s'achève, pas vraiment comme prévu. Des photos de Macron au ski qui font le buzz sur la toile alors que les casseurs font la loi sur les champs. Mais ce bug suffit-il à marquer le bilan de ces semaines d'échanges hautement médiatisés? Nous avons mené l'enquête et voici les indices. Un président d'abord qui, revenu du ski, se rend en catastrophe à une cellule de crise au ministère de l'Intérieur. Des images mises sur le compte Twitter de l'Élysée à près de 23h30, un horaire qui en dit long sur la nécessité de corriger le tir. Un ministre de l'Intérieur, lui aussi mis à mal et qui tente comme il peut de reprendre la main. Et des semaines de grands débats qu'Emmanuel Macron semble avoir pour sa part bien du mal à conclure, puisqu'après le débat, il recommence le débat en recevant cette fois des intellectuels. De ces contributions, quels sont les mots marquants? Nous poserons la question à Sabine Plou, linguiste, chercheuse au CNRS, qui va nous écouter avant de décrypter les mots à retenir de ce débat. Mais d'abord, premier indice, des semaines d'échanges, de discussions, un président qui va au contact, d'abord face aux maires, puis face aux Français. Madame, c'est vous qui m'avez d'abord interpellé sur le contexte ambiant. C'était plus une interpellation qu'une question. Je la partage. Non, je suis d'accord. Elle n'est pas adaptée. Alors ça, c'est des... Vous étiez éligible? Vous me firez votre dossier. Non, mais c'est vrai. Bah, il l'a porté en plus, il n'est pas fou. Voilà, ça casse les codes, ça surprend, il écoute. Comment cette séquence clé pour la suite du mandat a-t-elle été comprise sur les réseaux sociaux? C'est ce qu'on va voir de suite avec Benjamin Grange de Dentsu Consulting. Benjamin, bonjour. Bonjour. Alors depuis le début, ça a été très commenté sur les réseaux sociaux, ce grand débat. Mais avec quel contenu et quelle évolution dans les contenus depuis le 15 janvier ? Alors, il faut savoir que ce grand débat, c'est réellement un succès d'opinion. Et d'ailleurs, même la raison d'être de cette opération, elle est comprise par 6 Français sur 10. C'est ce que donne notre dernier sondage que l'on a fait avec notre partenaire Odoxa. Et presque 20% disent y avoir contribué. Et en fait, quand on regarde sur les réseaux sociaux... Voilà, ça se retrouve alors. Quand on regarde sur les réseaux sociaux, on va retrouver évidemment le même phénomène avec presque 1 200 000 messages. C'est un vrai succès. Et donc, c'est un vrai succès sur les thèmes dont on discute, c'est un vrai succès sur l'engouement avec lequel les discussions s'opèrent sur les réseaux sociaux. Et alors du coup, quels sont les thèmes? Parce que le grand débat, ça portait sur de nombreux thèmes, de nombreuses thématiques. D'après vos indicateurs, sur Facebook, Twitter, pas sur la plateforme du grand débat, mais sur les réseaux sociaux, le débat il s'est cristallisé sur quelle thématique? Alors si on regarde le nuage de mots, on va déjà avoir des éléments de réponse. En fait, tout tourne autour de la fiscalité. Ah oui, impôts, taxes, ISF, autour de la fiscalité, des mesures fiscales et globalement d'une certaine volonté d'égalité et de justice. Alors si on prend les grandes conversations, la première que l'on va retrouver, c'est la réindexation des pensions en fonction de l'inflation. Ça, c'est la première thématique qui ressort de ces discussions. Vient assez vite, d'ailleurs, la baisse de la TVA. Et en 3, on va trouver la hausse du SMIC. Et si vous me posiez la question de savoir à quel rang vient le sujet de l'ISF, eh bien, il vient. C'est pas la question, mais allez-y, j'en ai une autre. Il vient très très loin, puisqu'il est après la 5e position. C'est intéressant, c'est pas ça a été censé être un marqueur très important, ça l'est pas tant que ça. Et puis alors, ce qui est incroyable aussi, moi je vois Rick, qui est tout petit, je ne sais pas si on arrive à le voir dans le nuage de mots, ce fameux référendum d'initiative citoyenne qui était si populaire, paraît-il, il est tout petit, on n'en parle presque pas alors. On a en fait presque la pyramide de Maslow, c'est-à-dire que les Français parlent de ce qui les intéresse en priorité. Donc on a des sujets autour effectivement du pouvoir d'achat, que ce soit l'augmentation effectivement des plus bas salaires ou simplement les mesures qui permettent de baisser les impôts ou de restaurer une forme d'égalité fiscale. Alors ça, on précise, c'est sur les réseaux sociaux, on verra la synthèse de la plateforme, mais en tout cas c'est intéressant, c'est évocateur. Alors tout ça, c'était avant les événements du samedi 16 mars. Ce jour-là, Emmanuel Macron, je pense que tout le monde l'a compris, était en week-end de ski à la Mongie, pendant que des violences se déroulaient à Paris sur les Champs-Élysées. Aussitôt, la toile s'emballe et juxtapose des images avec une ironie parfois mordante et ravageuse. Exemple, le tweet d'Éric Ciotti que vous aviez choisi qui commente « Opération de maintien de l'ordre à Paris ». Alors, la photo qu'on voit là date bien de ce mois de mars. En revanche, dans la foulée, d'autres ont ressorti des clichés plus anciens, notamment de 2017.
comme l'humoriste de France Inter, Charline Vanhoenacker. Donc là, ces photos ont aussi circulé, elles ont pu choquer. Est-ce que ce week-end de ski a tué les bénéfices du grand débat? Alors il est vrai que la cote de popularité du président Macron, elle a terriblement augmenté grâce au grand débat. Ce grand débat est un succès et c'est vrai que forcément il en a, comme il en était l'instigateur et le pilote et le principal acteur, évidemment. Ça lui a servi. Alors vous avez un indicateur sur les réseaux sociaux que je trouve très intéressant. C'est l'indicateur de sentiment net dans le temps que vous avez mesuré comme ça en voyant l'évolution de Macron. Et là, on voit que ça bouge pas en fait, c'est ça? Alors, ce sentiment net, d'abord, il est quand même en dessous de zéro. Hein. Il a été pris, dans la période du 11 mars. Alors attendez, en régie, mars. on me dit on comprend pas ce que c'est un sentiment net. C'est un sentiment qui est, je pense, positif ou négatif. La somme des sentiments, le solde des sentiments, c'est ça? C'est la tonalité des messages. Voilà, et il se trouve que la tonalité globale des messages entre le 11 et le 19 mars reste toujours assez négative. Alors, mais pas plus négative qu'avant. Mais pas plus négative qu'avant. Alors que si on mettait un coup de projecteur justement sur le retour du week-end de ski, il faut savoir que le contraste entre les Champs-Élysées qui brûlent et un président qui donne l'impression d'être un peu en retrait a été assez mal perçu par les internautes. Ça ne joue pas sur ce sentiment net quand même, c'est pas au point que ça joue dessus. En tout cas, pas au point de modifier véritablement la courbe, même si ça peut donner un petit pic vertical. Et alors là, on a parlé du télescopage des images d'Emmanuel Macron. Il y a aussi eu celle de Christophe Castaner, un ministre de l'Intérieur, photographié en soirée à la veille d'une manifestation. Là, ça donne quoi comme sentiment net, entre guillemets? En fait, le hashtag qui revient toujours, c'est kéké un jour, kéké toujours. Il y a beaucoup de railleries. On parle beaucoup du DJ Castaner. Les lunettes de soleil. Voilà, les lunettes de soleil. Et c'est vrai que pour un ministre de l'Intérieur, quand on en est à être raillé, à être un motif de blague, c'est vrai que c'est pas extrêmement positif pour créditer son image. Surtout dans une situation comme celle qu'on a vue ces jours-ci. Cependant, il faut savoir que par rapport à Macron et à son retour du week-end de ski, c'est passé quand même très largement au second plan. Alors, on va voir en tout cas comment les uns et les autres ont réagi à tout ça avec nos autres invités. Merci Benjamin. Franck Tapiro, communicant, président de la société Emis Faire Droit, et Gaël Slimane, spécialiste de l'opinion et fondateur d'Odoxa. Alors, une réaction d'abord, Gaël Slimane, à ce qui vient d'être dit. Alors, notamment aux réactions post-Mongie boîte de nuit, on va dire. Elles disent quoi de l'opinion, selon vous? C'est une très mauvaise séquence, évidemment. Maintenant, je crois que, comme l'a dit Benjamin Grange, avec l'observation sur les réseaux sociaux, on vient percuter un trait d'image qu'avait déjà Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, président des riches, Emmanuel Macron, pas proche des gens, ce sont déjà des marqueurs forts de sa perception dans l'opinion. Donc c'est la raison pour laquelle, à la fois en négatif pour lui, quand surviennent des événements de ce type, ça réactive tout un tas de tweets et de moqueries, mais fondamentalement, ça ne va pas changer la donne. Regardez simplement sa cote de popularité, l'évolution de sa cote de popularité, Benjamin le rappelait. Depuis le mois de janvier, il a quitté l'enfer pour se trouver finalement au purgatoire, ce qui n'est pas si mal. Une demi-douzaine de points de popularité de remontée, des traits d'image, comme on dit en langage sondagier, qui parfois étaient négatifs, mais qui s'améliorent. Même le président des riches, cette perception-là au cours de ces 3 derniers mois, ça reste très majoritaire, les 3/4 des Français le pensent, mais c'est moins pire, si vous me passez l'expression, que ce que les gens pensaient avant la fin de l'année dernière. Donc de ce point de vue-là, il n'y aura pas un changement fondamental. Sur les deux séquences, Benjamin Grange disait finalement le week-end de ski d'Emmanuel Macron a presque éclipsé finalement la virée de son ministre de l'Intérieur en boîte de nuit. Enfin, je résume avec mes mots. En tant que communicant, vous en dites quoi? En tant que communicant, je dis que c'est un coup de bol parce que ça annule en fait finalement. Moins par moins, ça fait plus en maths. Ça marche aussi parfois dans les médias. Moins, mais pas moins plus moins. Ça fait pas plus. Attention. Non, absolument. Mais sauf que comme ça s'est fait de façon consécutive, finalement, il y avait quelque chose de beaucoup plus grave qui était quand même les événements de samedi. Donc c'est vrai qu'au regard de ces événements, quand on regarde cette photo et quand on voit ce qui s'est passé, non pas dans une boîte de nuit. Je le rappelle, le Noto est un très bon restaurant. C'est pas une boîte de nuit parce que le fantasme et le contexte. Ah oui, ça c'est important. Très bien. Étapes. Moi, je ne grille pas. Tout ça pour vous dire que, in fine, je pense qu'il y a une problématique bien plus compliquée. C'est ce qui s'est passé samedi. Comment répondre à la violence et le grand débat. Emmanuel Macron, samedi, rentre du ski et file en réunion de crise au ministère de l'Intérieur.
Une réunion exceptionnelle en présence exceptionnelle de caméras. Alors il y avait la télé en gros plan, on avait l'impression d'une conférence de presse, et des images au code de la vidéo prise sur le vif, mise en ligne vers 23h30 sur le compte Twitter de l'Élysée. Sur les Champs-Élysées, ce qui s'est passé, ça ne s'appelle plus une manifestation. Ce sont des gens qui veulent détruire la République, tout avec elle. Et tous ceux qui étaient là se sont rendus complices de cela. Tous ceux qui étaient là. Et je crois que maintenant, nous devons d'abord tirer toutes les conséquences et le comprendre, collectivement, et prendre des décisions claires, fermes, pour que ça ne se reproduise plus. Beaucoup de choses ont été faites depuis novembre, mais très clairement, la journée d'aujourd'hui montre que sur ce sujet-là, et pour ces cas-là, nous n'y sommes pas. Donc je veux qu'on analyse très précisément les choses et que dans les meilleurs délais, on puisse prendre des décisions fortes, complémentaires, pour que cela n'advienne plus. Voilà, beaucoup de choses ont été faites, mais nous n'y sommes pas. C'est presque menaçant entre les sourires au ski, la fermeté du retour. Est-ce qu'il a la bonne réponse? Et puis avec toutes ces caméras aussi, à ce moment-là, Franck Tapiro. On trouve qu'il y a quelques heures d'écart entre la photo au ski et cette prise de parole. On voit très bien qu'il est revenu, comme on dit, au boulot. Et à ce moment-là, on change de ton, on change d'attitude. Et puis surtout, il s'est recontextualisé. Comme on a une vraie problématique aujourd'hui par rapport au contexte, on en parlera, je sais, tout à l'heure, pour l'histoire de Castaner. Là, il avait besoin aussi de remettre le président dans son contexte, le contexte d'une situation extrêmement délicate. Donc le ton assez aussi direct, un peu moins léger que d'habitude. En général, il essaie toujours de mettre un peu de, quand même un peu de légèreté. Un peu de bonne humeur. Voilà, un peu de bonne humeur. Là, il est dans la gravité, un peu comme dans ses vœux. On retrouve un peu cette même gravité, l'urgence aussi. Il sait très bien que c'est une occasion ratée de faire une démonstration, non pas de force, mais d'autorité. Donc là, c'est lui qui est en jeu. C'est pas seulement le gouvernement. La démonstration ratée, c'est le ski ou c'est les violences? Non, on parlait de la violence par rapport à la violence, mais la démonstration ratée au ski, je ne sais pas, j'étais pas avec lui sur les pistes. Mais en tout cas, là, il avait besoin de remettre finalement le président à l'action et surtout de montrer que la réponse n'était pas encore une fois une question que du gouvernement ou que du ministre de l'Intérieur, c'était l'État, c'est le président de la République. C'est le président. Bien entendu, il a besoin de remontrer l'autorité, et ce qu'il a fait d'ailleurs pendant le grand débat, où il a retrouvé l'autorité, retrouvé aussi une forme de légitimité tout en redonnant la parole aux Français. Là, c'est la même chose sur le domaine sécuritaire. Alors, ça pose quand même une question, parce que vous dites il montre qu'il est dans son rôle, mais il faut se souvenir, et on se souvient, on l'a longuement commenté dans l'émission, qu'en novembre, lors des premières manifestations début décembre, c'était Christophe Castaner qui était en première ligne pour incarner la sécurité, puis ça a été Édouard Philippe lors des manifestations violentes de début janvier. Là, c'est le président. Vous avez une explication à ça, Gaël Slimane? Il est tout seul. Ouais. L'explication, c'est que du point de vue de l'opinion Il s'est rendu publique, compte qu'il était tout seul. oui, je pense qu'il le savait déjà en novembre, mais que vous avez deux manières de régler un problème. Si vous ne changez pas les gens, en l'occurrence, et il n'y a pas forcément tout ce qu'il faut sous la main, si j'ose dire, si vous ne changez pas les gens et si vous estimez que vous êtes tout seul, vous pouvez soit les mettre en situation d'occuper le rôle qui devrait être le leur, Ce qu'il a fait jusqu'à présent. ce qu'il a fait jusqu'à présent, soit vous pouvez tirer l'échelle, considérer que de toute façon ça vous retombe dessus en tant que président, et c'est bien ce qui se passe à chaque fois. Pour les Français, il n'y a pas de Christophe Castaner, hein. Il n'y a même pas d'Édouard Philippe à la limite. Il y a le président de la République, Emmanuel Macron, et c'est lui qui est comptable de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. C'est plutôt pas mal. Alors la communication n'est pas mon métier à proprement parler, mais il approuve, il dit oui, je vois qu'il approuve. Et puis il avait déjà dit oui, donc je parle sous son contrôle. Mais en termes de stratégie de com, il y a eu un énorme raté. Et souvent, les politiques, on le répète souvent dans cette émission, ont tendance à être dans le déni. Le raté, c'est ce qui s'est passé le week-end, c'est ce qui s'est passé samedi. Et donc, à un moment donné, de nommer les choses, ça ne suffit pas. Mais c'est déjà pas si mal de parvenir à dire on s'est planté. Il le dit. Il y a eu un échec. Édouard Philippe l'avait dit. Mais dire on n'est pas sur le coup et maintenant on va agir. Alors ça crée une attente. Mais c'est ce qu'il fallait faire. On parlait de Christophe Castaner aussi en se demandant effectivement quel rôle il jouait. Alors lui, il y a eu ce fameux bug, ces images de violence sur les Champs-Élysées qui se télescopent avec de son côté cette soirée assez chaude près des Champs-Élysées, mais dans une boîte de nuit, un cocktail explosif auquel il a répondu au lendemain des violences du 16 mars. Est-ce que vous vous dites que c'était a posteriori une erreur et qu'il aurait fallu éviter ce type d'image quand on a vos fonctions? D'abord les faits. Je me suis rendu à un anniversaire, non pas dans une boîte de nuit, mais dans un restaurant. Ensuite, la presse People, et vous la reprenez, dont acte, a expliqué que c'était une soirée dans une boîte de nuit. La réalité, c'est un restaurant connu à Paris dans lequel je me suis rendu. Ensuite, j'ai vu la polémique.
J'ai vu la mise en cause, y compris de ma vie privée, donc oui, je le regrette. Mais je regrette surtout qu'aujourd'hui, on considère que aller dans un restaurant pour rejoindre un anniversaire, ça puisse faire polémique et ça puisse faire des questions, y compris sur votre antenne. Alors Franck Tapiro, qui connaît cet endroit qui est restaurant avec une boîte de nuit, insiste comme Christophe Castaner sur le côté restaurant. Cela dit, est-ce la bonne réponse? Parce que les gens qui écoutent, à la limite, c'est bien de dire, bah voilà, non mais d'aller pinailler sur le fait que c'était pas une boîte de nuit, c'était un restaurant, alors que bon, les images le montrent plutôt dans une ambiance boîte de nuit que restaurant. Est-ce qu'il a la bonne réponse? Là où il a raison, c'est de recontextualiser. Et la problématique des crises de communication, d'image, c'est parfois qu'on est hors contexte. Et quand on est hors contexte, on prend les choses comme elles nous viennent. On ne montre pas ce qui s'est passé peut-être juste avant, le bon endroit, la bonne séquence, le bon moment. Donc il a raison de le faire. Donc là, il a raison de le faire. Et puis d'abord, il achète du temps aussi, puisqu'en se battant sur le contexte, il évite aussi d'avoir à polémiquer, ou d'avoir à parler ou discuter du problème personnel, du problème intime de cette fameuse personne avec qui on le voit. Sur ma vie, l'impact sur ma vie privée. L'impact sur la vie privée. Mais il parle en fait, non pas de cet impact, il parle au démarrage de est-ce qu'on peut reprocher à un ministre, en dehors de ses fonctions quotidiennes, le soir d'aller à un anniversaire dans un restaurant. En fait, il se balade sur le disant qu'il était scandalisé par cela, car on l'a présenté comme un ministre allant en boîte de nuit faire la fête la veille d'une manifestation. Il a raison parce que c'est faux. Donc, étant donné que ce n'est pas cela, et je vous l'ai dit, c'est un très bon restaurant qui s'appelle le Noto, qui est un restaurant italien. Pas de publicité pour les restaurants. Non, moi, c'est de la contextualisation, on va dire du bien. Alors, et il peut compter sur votre aide pour qu'on ait... D'accord. Et à la fin, in fine, donc il est dans le ministre qui remet en fait l'acceptabilité, on va dire, de sa présence dans un endroit la veille d'une manifestation. Là, il a raison. Gaël Slimane, ce qu'il fait quand même, c'est qu'il concède, c'est intéressant parce qu'il refuse de reconnaître des torts sur le front des violences, mais au lendemain des violences, il fait cette concession, ce regret concernant l'impact sur sa vie privée. Voilà, est-ce que c'est une bonne réponse et est-ce que c'est un sujet qui choque? Parce que vous disiez finalement ça passe un peu au second plan. Oui, ça passe au second plan, mais à partir du moment où l'opinion publique regarde les événements, les heurts, le côté dramatique de ce qui s'est passé, en ayant en tête ce que les médias ont véhiculé, à tort, à raison, peu importe. Enfin, les photos, en tout cas. Les photos, les images de Christophe Castaner, le fond du sujet, c'est plutôt de se dire... Cet homme politique que beaucoup de Français ne connaissent pas ou pas bien... Et le découvre, comme on l'a vu avec Benjamin Grange, le découvre dans ce contexte. Ceux qui le connaissent ont plutôt une mauvaise opinion de lui, se disent qu'il n'est pas tout à fait à la hauteur du poste. Avant même cela, le fait d'être pris dans cette polémique-là, bien sûr que ça fait des dégâts, que ça n'est pas sérieux, et que... alors il gagne peut-être du temps pour éviter de parler des problèmes de vie privée, bon très bien, mais en l'occurrence, c'est du temps que le ministre de l'Intérieur n'est pas entendu pour parler de son travail et de ce qu'il fait concrètement. Après, il y a un autre débat sur, dans les mesures qui sont prises, celles qui concernent les fusibles, si vous me passez l'expression, plutôt que ceux qui sont directement en charge et en responsabilité. Il est quand même assez probable que par rapport à la gravité des événements, les Français pouvaient s'attendre à des mesures plus fortes. Mais alors, on ne va pas débattre des mesures parce que c'est vrai que c'est le sujet, effectivement, un petit peu de fond. Mais on a bien compris que cette séquence, sans être catastrophique, avait quand même un peu gâché la fin du grand débat. Ce grand débat, il était censé s'achever fin de semaine, et puis le lundi suivant, on a l'impression qu'Emmanuel Macron en redemande, après le débat, cette fois avec des intellectuels. Et donc ma question, c'est, premièrement, allez-vous interdire enfin les manifestations le samedi? Est-ce que Paris sera enfin débarrassé des gilets jaunes? Ma deuxième question, c'est comment répondre à cette anarchie croissante qui fait de la France un pays en état de quasi-guerre civile larvée, où la haine de tous contre chacun semble désormais triompher. Et je trouve cette situation, pour ma part, non seulement inquiétante, mais je dois dire assez désespérante. Merci Pascal Bruckner. Monsieur le Président de la République, une réaction. Oui, écoutez, moi je suis preneur surtout qu'il y ait d'autres remarques sur ce même sujet, ce que cette crise dit. Des décisions ont été prises et elles ont été annoncées il y a quelques heures par le Premier ministre. Je veux simplement faire une distinction très nette par rapport à ce qui vient d'être dit par Pascal Bruckner. Par rapport aux extraits du grand débat qu'on a vu tout à l'heure, la forme est différente avec Macron derrière sa table. Mais pour le reste, ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on a vu dans les échanges. Il est tellement content d'avoir réussi son grand débat qu'il le prolonge. Mais est-ce qu'il a raison de le prolonger? Alors oui, probablement, il est tellement content qu'il le prolonge. Il mesure les bénéfices.
Oui, jusqu'ici, le même joueur gagne, joue encore. En l'occurrence, je vous l'avais indiqué tout à l'heure, on a vu sur ces baromètres de popularité, sa popularité progresser. Les Français ont beau voir la ficelle, puisque dans les enquêtes, on leur demande, est-ce que vous trouvez qu'il en fait trop? Les gens disent oui, il en fait trop. Et puis ils ajoutent même, les 2 tiers nous disent ça. On l'aime, faut peut-être pas exagérer, mais on l'aime plus ou on le déteste moins. On aime, on l'aime. Et donc, il gagne, il engrange des points, y compris sur tous ces critères d'image, ces batteries d'image, où les gens étaient très sévères avec lui, ils le sont un petit peu moins. Et, dernier élément, on a posé la question justement avec Dentsu Consulting sur l'opportunité qu'il y aurait à poursuivre cette démarche de grand débat, et on a 8 Français sur 10 qui disent oui, il le faudrait. Donc il continue de jouer, les sondages. il écoute et il se dit ça marche, je continue. Alors vous dites oui, Franck Tapiro, mais quand on préparait l'émission, vous disiez que le président avait eu raison de se mettre en avant pendant le grand débat. Bien sûr. Et qu'il aurait, enfin c'était avant que le grand débat se termine, et qu'il aurait intérêt à se mettre un peu en retrait après la fin du grand débat pour mettre en avant ses ministres. Là, c'est pas ce qu'il fait. Non, mais n'oublions pas que le grand débat, il en avait besoin parce qu'il avait besoin de retourner au front. Et là, c'est fini. C'est fini, mais pas complètement. Ah. Mais non, pourquoi pas complètement? Parce que, encore une fois, n'oublions pas que les derniers jours ont été un peu compliqués, donc il avait besoin peut-être d'une petite ressucée pour dire ah ben j'y retourne un petit peu, avec des intellectuels qui finalement ont eu des arguments finalement assez rationnels. Hein. Oui, on n'avait pas l'impression que c'est Pascal Bruckner. Ah non, non, pour avoir fait quelques débats avec lui. Non, là, au moins, ce qu'il y a de bien, c'est que voilà, c'est un citoyen qui s'est exprimé. On voit bien une grande continuité dans les opinions. Lui, il en avait besoin pour remontrer qu'il était revenu au front, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que les gens et les Français l'aiment comme ça. Même ceux qui n'ont pas voté pour lui reconnaissent que le Macron président, c'est Macron au front, c'est quand il prend le micro, quand il se remonte mais après, il faudra quand même qu'il s'efface, ce que vous disiez. Pas pour l'instant, c'est pas. En fait, pas oui, je l'ai dit, mais si c'est passé ce week-end, je pense qu'il y aura encore une petite phase. Mais oui, encore une fois, d'accord, ça a changé la donne, d'accord. Il a besoin encore de montrer qu'il est aux commandes et de montrer qu'il est là. Une fois qu'ils auront annoncé les décisions, que j'espère très différentes de ce que les Français attendent, parce que je peux vous dire qu'ils sont attendus au tournant, là, il pourra laisser faire le gouvernement, mais pas pour l'instant. Il peut pas le faire. Cette fin de grand débat, elle est attendue, et puis il y a la crainte de cette déception. Hein. C'est aussi un aspect que le gouvernement met en avant. On écoute, les ministres osent même parler de déception. Édouard Philippe a affirmé que le grand débat pourrait être une déception. Alors Matignon a ensuite démenti, mais plusieurs participants l'ont quand même confirmé. Est-ce que le gouvernement craint de faire des déçus à l'issue de ce grand débat national ? Parmi les solutions qui seront mises sur la table et parmi les choix que nous ferons, certaines auront émergé de ce grand débat. Et donc, comme elles émergeront d'un consensus citoyen, il sera difficile de considérer qu'elles sont déceptives pour les citoyens qui les ont bâties. Est-ce qu'on pourra mettre en œuvre toutes les recommandations et toutes les attentes? Non, mais c'est aussi la politique, c'est aussi faire des choix. Est-ce que vous avez peur de décevoir malgré tout dans quelques jours? Vous savez, faire des choix, ça implique toujours quelque part une renonciation. Mais au-delà de ça, je crois que ce qui est important, c'est de voir la méthode aussi avec laquelle nous avons travaillé, nous continuons de travailler. Mot de la fin, parler de déception avant qu'elle ne se produise, c'est la méthode coup à l'envers, quoi. C'est un brief, on appelle ça un brief. C'est tout faire pour ne pas décevoir. Mais donc on parle de déception, on évoque déjà le sujet. Non, mais je pense que ça, encore une fois, c'est un petit bug. Parfois on lâche un mot. Je pense qu'il n'aurait jamais dû parler de cela. Ah, évidemment. Édouard Philippe. Évidemment, ou alors on le dit à l'envers en disant nous allons tout faire justement pour que les Français ne soient pas déçus, parce que c'est leur objectif. Je peux vous dire que s'ils sont uniquement dans une case qu'on peut imaginer, ils vont décevoir bien plus que cela. C'est qu'ils vont dire que finalement, ce grand débat qui était formidable n'aura servi à rien. Benjamin Griveaux, donc, corrige le tir en disant ce ne sera pas déceptif. Dans les enquêtes, il répond à l'opinion. Il répond à l'opinion. Dans les enquêtes autour du grand débat, les gens nous disaient, Benjamin le rappelait, qu'ils l'ont suivi, qu'ils se sont investis dedans, enfin, plein d'éléments positifs. Et en même temps, comme dirait l'autre, il nous disait aussi qu'ils étaient persuadés que ça n'aboutirait pas à des mesures utiles pour le pays. Donc ils montrent qu'ils ont entendu En relisant la synthèse d'un de nos sondages, je voyais qu'on avait écrit en gros, employé cet anglicisme, et écrit en gros, attention au risque déceptif. Ah, alors et donc, déceptif. on entend ce mot qu'on a employé peut-être à une ou deux reprises nous-mêmes dans les analyses des sondages, parce que c'est le sentiment qu'on avait à la lecture des chiffres, que les gens nous disaient on y croit, mais pas tant que ça. Et alors nous, quand on a entendu ce mot déceptif, on va faire réagir la linguiste, hein, mais nous on a cherché, on s'est dit pourquoi il dit déceptif et pas décevant. Déceptif, c'est un néologisme et faux ami venu de l'anglais qui signifie non pas désappointement, comme décevant, mais tromperie, trahison. Donc en fait, on n'est pas dans le même registre. Ce ne sera pas déceptif, ça veut dire qu'il n'y aura pas de trahison. Mais en perception, en français, on verra ce que madame nous dit, c'est moins grave de dire déceptif que décevant. Ah oui, c'est pour un français. Pour un anglophone, c'est exactement l'inverse. Donc je pense que si ce mot-là déceptif, c'est un risque peut-être d'être décevant. Mais on n'est pas encore décevant.
D'accord, on est au cran d'avant, on touche du doigt le sujet, mais on l'effleure. Bon, merci à tous les deux. On va retrouver maintenant Sabine Plou. Quel teaser pour vous. On va lui demander son avis sur ce mot important. Alors, Sabine Plou, bonjour. Vous avez analysé les propositions faites sur la plateforme du Grand Débat, les mots qui ressortaient. Est-ce que ces mots déceptifs, décevants ressortent? Alors, pas tellement en fait. Déceptif, pas du tout. C'est un néologisme, un emprunt, comme vous l'avez dit. Et... Vous êtes d'accord que c'est moindre, que c'est moins fort que décevant? Il vaut mieux être déceptif que décevant? En fait, c'est un mot un peu technique, c'est décevant avec un côté un peu plus vif, je crois, un peu plus aigu, mais bon, en tout cas, les Français ne l'ont pas utilisé sur les contributions. Et le mot déception non plus, pas tellement en fait. C'est moins fréquent que les mots comme écoute, écouter, qui sont très fréquents. Donc les Français demandent à être écoutés. Moins fréquent et moins saillant que d'autres mots comme exemplarité, responsabiliser. C'est ça les confiance. mots qui viennent le plus souvent? En fait, c'est des mots qui sont plus saillants que d'autres mots. D'accord, sur le site du Grand Débat, ce sont ces mots, et ce sont donc beaucoup des propositions positives. Nous avons regardé, et il y a plus de pour que de contre. Enfin, il y a toujours dans la langue française plus de pour que de contre. Ah, c'est intéressant, on a l'impression qu'en français, c'est souvent plus du contre que du pour, mais c'est intéressant de voir parce que le mot pour est employé dans d'autres, comme mot de fonction, donc il a plus d'emploi. Mais là, la proportion entre pour et contre est augmentée dans le Grand Débat. Et donc, vous avez analysé, j'imagine, pas toutes les contributions de cette plateforme, mais en prenant des extraits, des échantillons. Benjamin Grange parlait des contributions sur les réseaux sociaux, beaucoup autour de la fiscalité, de l'impôt, plutôt sur les taxes qui touchent les Français dans leur quotidien que l'ISF. C'est quelque chose que vous avez observé aussi? Alors, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a des choses qu'on retrouve et il y a des choses qui sont différentes. Ce qui me fait penser que c'est intéressant d'aller voir sur les différentes plateformes et de ne pas se contenter de la plateforme du Grand Débat, mais aller regarder ce qu'on voit C'est ailleurs. embêtant parce que le gouvernement va quand même se contenter peut-être pas mal de ça. Mais bon, moi, je pense que c'est intéressant quand même de comparer. Donc on retrouve les mots impôts, taxes, ISF, mais sur le Grand Débat, c'est moins centré, je pense, sur la fiscalité. Et on retrouve d'autres mots comme le transport lié à l'écologie ou les aides. Donc c'est plus varié et moins centré sur la fiscalité. Alors, j'ai repris... Que ça n'a été sur les réseaux sociaux. Voilà. J'ai repris certains mots. Par exemple, l'ISF, les mots qui sont en lien le plus fort avec l'ISF, c'est rétablir, rétablissement. Ceux qui sont le plus en lien avec le mot TVA, c'est les produits de première nécessité. Donc on voit comment les mots sont utilisés et dans quel réseau ils sont utilisés. En tout cas, des sujets moins polarisés sur la plateforme du Grand Débat que sur les réseaux sociaux. Pourquoi? On va débriefer ça avec tous nos invités. Merci à Marie Lebon, Benjamin Bataille et Laure-Alice Hervé. Sabine Plou disait que les thèmes que vous aviez mis en avant, Benjamin Grange, n'étaient pas forcément les plus présents sur la plateforme du Grand Débat. Ça vous étonne? C'est vrai que dans les dernières semaines, on a vu émerger les thèmes comme l'écologie, le transport, etc. en mineur. Donc ça veut dire qu'il faudrait regarder la tendance dans les prochaines semaines et voir effectivement... Une surpondération des thèmes du début du mouvement. Forcément, on a vu d'abord des sujets qui étaient centrés autour de la fiscalité et de l'égalité. Les thèmes de la plateforme, ce sont des thèmes sur lesquels une population mobilisée a décidé de s'investir pour dire des choses. Là, dans les sondages, l'ensemble des personnes peuvent s'exprimer. C'est d'ailleurs un des grands risques de ce grand débat. Ce sera peut-être déceptif. Décevant, voire décevant.